J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour à toutes et à tous, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis en plateau pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans la moindre langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors cette semaine, bien sûr, on va essentiellement revenir dans cette émission sur la très attendue déclaration de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal. C'était hier après-midi à l'Assemblée. A-t-il réussi son grand oral? Et puis, on va également se pencher sur la colère des agriculteurs qui ne s'apaisent pas et qui montent encore et encore. Le pays va-t-il être bloqué? La grogne va-t-elle s'étendre? Coulisses, analyse et décryptage tout de suite avec nos invités. Alors pour en parler autour de la table, l'élite des éditorialistes, les Top Gun du décryptage, la crème de la crème. Et aujourd'hui, vraiment, c'est la Dream Team. Tu mens. Non, mais aujourd'hui, il est énorme. Aujourd'hui, c'est la Dream Team. Garçon. Et tout d'abord, l'inévitable Jean-Daniel Lévy, directeur délégué oui. d'Aris Interactive et spécialiste de l'opinion. Bonsoir Jean-Daniel. Bonsoir David. L'indispensable Françoise Degois, éditorialiste politique communicante. Bonsoir Françoise. Salut les amis, je suis ravi d'être. Last but not least, l'incontournable Gilles Bornstein, alias Giles Bornstein, rédacteur en chef à France Télé. Bonsoir Gilles. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors je vous rappelle la règle du jeu, même si bien sûr vous la connaissez, pas de off, pas de langue de bois, vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher tout, nous raconter, bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, les amis, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un moment très attendu, le grand oral du nouveau Premier ministre, la déclaration de politique générale de Gabriel Attal, hier après-midi au Palais Bourbon. Alors, avant de rentrer dans le détail, dans un premier temps, on va faire un petit tour de table rapide. Comment vous l'avez trouvé, notre chef du gouvernement? A-t-il passé ce délicat exercice avec succès? Françoise Degois. Écoutez, on va pas taper sur la forme en réalité parce que c'est un exercice imposé et que autour de la table, je fiche mon billet de me demander et de vous demander qu'est-ce que vous avez retenu un jour en 25 ans de discours de politique générale, à part la nouvelle société peut-être de Jacques Chaban-Delmas et encore. Et il faut faire retour à l'esprit républicain de Lionel Jospin 97. Ouais, mais même ça, le j'avais devoir oublié. de grisaille de Michel Rocard. Ouais, mais même ça, on l'a oublié, c'est des mots, tu casses, tu répares, qu'est-ce qu'on va retenir? Enfin, la vérité, c'est que c'est un exercice imposé qui est nécessaire parce que c'est l'exercice démocratique. Voilà, personne ne s'est levé. Personnellement, j'aurais été député du Rassemblement national. La dernière charge sur, en gros, vous êtes le parti de l'étranger, vous travaillez pour Poutine. Peut-être que je me serais levé, mais voilà, il a tenu l'hémicycle, tout le monde s'est plutôt bien comporté. J'ai trouvé que... Ouais, j'ai trouvé que dans le discours, finalement, il n'y avait pas les philippiques habituels de ses prédécesseurs sur la gauche immorale, etc. Il n'y avait que pour le Rassemblement national, ce qui m'a fait beaucoup rire, parce que quand on co-signe quasiment une loi il y a un mois avec le RN et qu'on lui fait les gros yeux à l'Assemblée, ça me fait sourire. Pour le reste, sur la forme, voilà. Mais j'ai toujours dit ce que je dis sur Gabriel Attal, c'est vraiment, il a tous les travers d'Emmanuel Macron, donc il y avait toujours cette petite pointe un peu hargneuse, arrogante, avec... sans avoir véritablement les qualités. Voilà, il communique bien. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la forme? Rien de plus pour le moment. Alors à sa décharge, c'était la première fois, si je ne m'abuse, qu'un Premier ministre tout juste nommé est saisi à la gorge et doit faire sa déclaration de politique générale sur fond de crise nationale, en l'occurrence des barrages des agriculteurs partout en France, une France en partie bloquée. C'est une mission délicate tout de même, Jean-Daniel Lévy. C'est forcément une mission délicate. Alors, il a réussi à faire en sorte que ce ne soit pas un discours de politique générale qui soit tourné vers la crise agricole. Donc, il a réussi à passer par-delà, non seulement parce qu'il avait effectué des annonces préalablement, et puis parce qu'il y en aura également probablement par la suite. On a quand même vu un Gabriel Attal qui n'était pas exactement le même que celui qui était présent sur le perron de Matignon au moment du passage de témoin, si je peux utiliser cette expression, avec Elisabeth Borne. Il semblait être vraiment complètement sous la coupe et en remerciement, et encore en remerciement, voire même à nouveau en remerciement à l'égard d'Emmanuel Macron pour la tâche qui lui avait été confiée. Là, il a des points dans lesquels il s'est inscrit effectivement derrière les orientations qui avaient été données par Emmanuel Macron. On peut rappeler qu'il y avait quand même une conférence de presse qui avait été donnée. Donc, 15 jours avant. Ce qui limitait potentiellement l'espace, et puis des petites touches à caractère personnel qu'il a pu donner, avec des notions de valeur qui ne sont pas toujours d'ailleurs portées par Emmanuel Macron de manière générale, et puis également des dimensions un peu de précision, notamment concernant la loi fin de vie.
Alors, un peu de statistiques. Gilles Bornstein, il a utilisé 142 fois le jeu, en appui à ce que disait Jean-Daniel Lévy, mais tout de même, il a cité 15 fois le président de la République, une fois chacun de ses prédécesseurs, c'est sympa, et aussi 40 fois le mot travail. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit cocktail? Il joue au pendu, Gilles. Il se concentre. Ce que dit David. Moi, pour avoir souvent trouvé Gabriel Attal extrêmement doué en politique depuis longtemps et pour avoir apprécié en tant qu'observateur le parcours... le jeune animal politique. Le jeune animal politique, hier j'ai été un peu déçu parce que effectivement je l'ai trouvé, on disait que rien n'avait de prise sur lui, enfin que sa trajectoire météorique n'arrivait pas à... non pas à l'émouvoir, mais que rien ne l'émouvait vraiment, rien n'arrivait à le faire dévier d'une certaine justesse de ton. Hier, je l'ai senti quand même un peu dépassé par l'événement. Il parlait plus vite que d'habitude, c'était haché. Surtout au début, c'est vrai. Il hésitait, souvent il n'arrivait pas à faire ce qui devait être repris. Les punchlines, on sentait qu'il les disait mal. Et pour la première fois, je l'ai vu un peu dépassé par ce qui lui arrivait, comme un jeune joueur de tennis, très plein de sang-froid, qui arrive en finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois, et on se dit, il a tout surmonté, il va surmonter ça. Là, non. Là, on sentait qu'il y avait quand même... C'était quand même l'étape supérieure. Comme Alcaraz qui craque face à Djokovic en demi-finale de Roland-Garros. À sa décharge, c'est un peu vertigineux. C'est moi qui vais défendre Attal, mais à sa décharge, c'est un peu vertigineux à 33 ans quand même de monter le perchoir. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le perchoir. Moi, j'y ai été dans les fonctions gouvernementales. Honnêtement, c'est hyper impressionnant déjà quand vous êtes du côté de la cage. Alors, quand vous montez sur le perchoir pour votre premier discours, et que vous avez 577 députés, ans, ça va. Ou un peu moins en face de vous. Sur la com, il s'en est pas si mal sorti. L'enjeu était d'importance. Gilles, donc quand même un petit peu déçu. Sur la forme, j'étais un petit peu déçu. Je trouvais que le discours était vraiment trop techno, trop... Alors, je sais qu'il le joue et qu'il le surjoue. Il n'est pas là pour faire des envolées lyriques. Il est là, comme l'a dit Jean-Daniel, pour mettre en musique ce qu'a dit son patron qui est à l'Élysée. Mais voilà, ma première impression comme ça... j'étais un peu déçu. Pour le reste, comme tout le monde, j'ai trouvé que c'était, alors je le dirais pas avec autant de dureté que Françoise, mais c'était un peu Emmanuel Macron sans le talent. C'est-à-dire une sorte... Donc c'est la même chose que moi, c'est encore plus méchant. Et ben c'est dur, Gilles, quand même. C'est dur, Gilles, Emmanuel Macron sans le talent. Vous possédez l'art de l'euphémisme. J'ai décidé de ne pas me battre avec Françoise et de la laisser m'interrompre à chaque fois. Pardonne-moi. Françoise, je vous rappelle que votre résolution de 2024, c'était quand même de laisser parler un peu les copains. Je me tais, mais ça nécessitait un rebond. Gilles, vous avez terminé ? Non, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très de droite quand même, que c'était du pragmatisme, c'était seulement du pragmatisme et du pragmatisme de droite, une sorte d'air du tentisme. Ouais, l'opinion veut de l'autorité, je lui donne de l'autorité, l'opinion on a marre des normes, on arrête les normes. Voilà. Sachant que c'est pas que la droite qui demande de l'autorité. Tout à fait. Alors justement, j'ai dit l'opinion. Justement, le gros angle de l'attaque, ou plutôt la cible principale, on l'a compris, c'est les classes moyennes et la valeur travail, je le disais, répété 40 fois dans ce discours. On l'écoute quelques instants. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés... Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. Devant vous, je prends la parole, conscient de l'ampleur de la tâche à accomplir. Je veux m'adresser à tous les Français, à ceux qui doutent et à ceux qui espèrent, à ceux qui écoutent et à ceux qui n'y croient plus. Je veux m'adresser à tous ces Français, souvent de la classe moyenne, toujours au rendez-vous de leurs responsabilités, qui ne se plaignent pas alors qu'ils ont souvent le sentiment de subir. À ces Français qui ont le sentiment d'avoir tous les devoirs quand d'autres ont tous les droits. À ces Français qui ont parfois le sentiment que leur propre pays s'éloigne, qu'ils n'y ont plus vraiment leur place alors qu'ils en sont le cœur battant. À ces Français de l'entre-deux, trop riches pour bénéficier des aides, mais pas assez pour ne pas compter, qui ont le sentiment que les décisions se prennent sans eux et qu'elles bénéficient toujours aux mêmes. À ces Français qui ont parfois l'impression de vivre dans une France archipel, dont les ponts seraient sur le point de rompre, mais ces Français qui espèrent, au fond d'eux, qu'on parviendra à les réunir. À ces Français qui ne demandent pas la lune, mais simplement à pouvoir vivre de leur travail, éduquer leurs enfants, se soigner et vivre en sécurité. Alors après la majorité silencieuse des années de Gaulle, après la France d'en bas de Jean-Pierre Raffarin, après la France qui se lève tôt de Nicolas Sarkozy, voici les Français de l'entre-deux
de Gabriel Attal, l'affiliation de droite est claire et assumée, non Françoise ? Oui, bien sûr, c'est à droite toute, il y a aucun... Parce que j'entendais des critiques en disant, bon, ça a été un catalogue. Non, c'est surtout une ligne, vraiment une ligne affirmée, sans tabou. D'ailleurs, quand vous commencez à répéter dans un discours, il faut sortir et casser les tabous, c'est que de toute façon, vous êtes déjà pleinement dedans. Moi, je serai la France, cette France qui galère, parce qu'il y a une France qui galère, mais il y a une classe moyenne qui galère. Qu'est-ce qu'il y a dans ce discours pour véritablement la rasséréner ? Nouveau tour de vis annoncé sur l'assurance chômage, comme si la quasi-totalité des gens étaient au chômage par plaisir. RSA moyenne en 15 heures de travail par semaine. 15 heures, le logement, on n'en a pas assez parlé, mais enfin, le logement, il est carrément en train de faire sauter la loi SRU. En réalité, il la modifie complètement avec pouvoir donné aux maires d'attribution. Il y a tout ce discours, il faut caser l'identité, donc je case l'identité. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose à son gloubi-boulga sur l'identité ? Non, mais voilà. Donc, moi, j'ai senti vraiment quelque chose réactionnaire. Je crois que ça ne veut plus dire grand-chose, parce que moi, il m'arrive de l'être aussi en réaction à quelque chose, mais en tout cas, quelque chose de très conservateur, un vieux déguisé en jeune, mais exactement comme Emmanuel Macron. C'est les premières critiques que j'émettais à l'époque, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Il y avait cette jeunesse incarnée, mais en fait, cette vieille façon de faire de la politique. Je pense que... Et en plus, il n'y a rien dans ça. Peut-être que Jean-Daniel me dira l'inverse, donc je suis assez intéressé par ce qu'il va dire, mais j'ai pas senti qu'il y avait la moindre façon d'arrêter le rouleau compresseur électoral du Rassemblement national dans tous les éléments qui ont été donnés. Alors, réactionnaire, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, ça a été sa critique. Il a dénoncé, je cite, le discours le plus réactionnaire depuis un siècle, alors que en tout cas, c'est le le discours plus violent socialement, n'était ça, même c'est pas sûr. terminé. Ouais. Et toute la gauche utilise cet argument du jeune, du vieux déguisé. En tout cas, mais ça fait en très jeune. longtemps. Mais surtout, il est très violent socialement. J'ai pas le souvenir d'avoir eu un discours. Même Fillon mettait des formes. Même Édouard Philippe avait mis des formes. Là, il y a aucune forme. Vous êtes d'accord, un discours violemment ultra-libéral et conservateur, Jean-Daniel Lévy ? Antisocial. Ultra-libéral, on n'est peut-être pas arrivé là complètement, parce qu'en fait, il ne donne pas les clés du camion au marché, il indique que l'État peut encore faire des choses. Mais à ce égard, ce n'est pas une si grande surprise que ça, parce qu'il y a quand même une logique qu'on semble oublier d'évolution structurelle de ce que peut être le macronisme, non pas récente, mais depuis les élections législatives de 2017. Donc, c'est-à-dire pas les dernières élections législatives, mais déjà avec les élections législatives antérieures, avec la nomination d'Édouard Philippe, qui vient clairement de la droite, qui était juppéiste, qui avait indiqué sur le perron de Matignon, lui, qu'il était de droite, et il avait fait basculer toute une partie électoralement de la droite. Et que quand vous regardez depuis plus de 5 ans, il y a structurellement une base électorale du macroniste qui est à droite. Donc les messages qui sont adressés, et souvent d'ailleurs les messages qui sont retenus, ce sont ceux qui sont de droite, ceux qui sont face à la responsabilisation des individus, face à l'idée qu'il va falloir même supprimer un certain nombre de normes, et que ça s'inscrit pleinement dans des orientations qui ont été affirmées avec force de la part de Gabriel Attal, mais qui ne détonnent pas fondamentalement à tout ce qui a pu être créé au cours de ces dernières années. Enfin, on peut se rappeler qu'il y a quand même eu une loi immigration qui n'était pas forcément une loi qu'on pourrait qualifier comme étant profondément de gauche, une loi retraite... C'est un délicat euphémisme, puisque c'est la première d'ailleurs qui avait fracturé la majorité à l'époque, la loi immigration-asile. Absolument, qui s'était déjà produit. On a eu une deuxième loi immigration il y a cela quelques mois. On a eu une loi travail qui également était perçue comme étant plutôt de droite, voire même plus récemment, la réforme des retraites qui, en aucun cas, visait à adresser des messages à l'égard de la gauche. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec Gabriel Attal, c'est une forme de continuum par rapport à ce qui a été politiquement posé de la part d'Emmanuel Macron, de la part des enseignements politiques qui ont été tirés également de leur analyse de ce que peut être la société française, plus de leur base électorale. C'est dit avec les mots de Gabriel Attal, effectivement, avec une surprise, notamment concernant le logement, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, effectivement, alors que c'est un des enjeux majeurs qui touchent aujourd'hui les Français en matière de préoccupation et qui, en fait, viennent s'inscrire dans une droite logique. Donc, il n'y a absolument pas la nouvelle société de Chaban, on en est très loin. Il n'y a pas d'opposition de fond, voire même de forme de Gabriel Attal à l'égard de ce qui a pu être posé de la part du président de la République, et l'idée de s'adresser le plus largement possible à ce que peut être la base électorale à l'heure actuelle du macronisme. Alors justement, pour s'adresser à cette base électorale, il y a une punchline qui a été évidemment énormément soulignée, c'est celle sur la débureaucratisation et la désmicardisation. C'est un nouveau concept. On l'écoute tout de suite. La progression salariale doit toujours permettre de récompenser l'effort et le mérite. Alors oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France. Dès le prochain projet de loi de finances,
en nous appuyant sur les propositions de parlementaires, de partenaires sociaux et sur un certain nombre de travaux d'experts qui sont actuellement conduits, nous commencerons à réformer ce système. Dans le même temps, nous devons continuer à baisser les charges qui pèsent sur la classe moyenne. Après la suppression de la taxe d'habitation, de la redevance télé, la baisse de 5 milliards d'euros des premières tranches de l'impôt sur le revenu, nous tiendrons l'engagement du président de la République d'une nouvelle baisse d'impôt de 2 milliards d'euros. Cette baisse d'impôt sera financée et la solidarité nationale devra s'exercer pour nos classes moyennes. Gilles Bornstein, cap sur les classes moyennes, le travail. Voilà. Ça, on l'avait senti de toute façon dès sa nomination à Gabriel Attal qu'il allait vraiment insister sur les classes moyennes. On comprend bien le calcul électoral. C'est les classes moyennes qui seront sous le contrôle de Jean Daniel, qui seront l'arbitre des prochaines élections, parce que pour l'instant, beaucoup sont au Rassemblement national. Il s'agit soit de les récupérer, soit éviter que celles qui votent encore Emmanuel Macron partent vers le Rassemblement national. Oui, c'est un discours très... Je ne sais pas si c'est libéral, très libéral, hyper libéral, modérément libéral. Ce que je sais, c'est que c'est sarkozyste. Ça, je pense qu'il n'y a pas tellement de doute là-dessus. Là, j'ai les phrases du discours, je vous les aurais lues. Qui a dit ça ? Vous m'auriez dit peut-être Nicolas Sarkozy dans un meeting en 2007 ou en 2012. La classe moyenne, toujours au rendez-vous de ses responsabilités. Je lis Gabriel Attal, qui ne se plaignent pas alors ils ont si souvent le sentiment de subir, à ces Français qui ont le sentiment d'avoir tous les devoirs quand d'autres ont tous les droits. Ça, c'est la France qui se lève tôt. Ça, c'est même du Laurent Wauquiez. Tous les devoirs et même tous les droits, c'est même du Laurent Wauquiez. Sur l'assistanat, ces Français trop riches pour bénéficier des aides, mais pas assez pour ne pas compter, qui ont les sentiments que les décisions se prennent sans eux et qu'elles bénéficient toujours eux-mêmes. Donc oui, c'est clairement pour les classes moyennes. Sur savoir si c'est du Macron 2017, Macron 2017, c'était libéré, protégé. Et là, il y a beaucoup de libérés et beaucoup moins de protégés. Donc on sent, alors on peut dire que c'est la jambe droite plus musclée que la jambe gauche, mais les protections sont de moins en moins nombreuses et les outils de libération sont de plus en plus nombreux. Sur le plan politique, je trouve que c'est dangereux pour Gabriel Attal, parce que Gabriel Attal, les ressorts de sa popularité, dont les sondeurs disent qu'il a fait une irruption très rapide dans les rangs de ceux qui comptent et qui pourront compter à l'avenir, c'était, me dit-on, beaucoup par sa capacité à dire les choses et à faire ce qu'il disait. Je décide d'interdire l'abaya, j'interdis l'abaya, on me dit que ça change rien, si, il n'y a plus d'abaya à l'école. Quand il va sur le terrain, il dit « je reviendrai », il prend des promesses extrêmement précises qu'il peut assumer. Là, il a fait des promesses générales, parce que j'entends ces classes moyennes, à nouveau je lis, je les comprends, et je veux répondre à ces classes moyennes. Les classes moyennes, c'est 4/5 de la population. Donc depuis hier soir, tout le monde n'a pas écouté le discours, mais il y a 4/5 des Français qui se disent, ce jeune homme-là, il va améliorer ma vie quotidienne. Et ça sera autrement plus compliqué à réaliser que d'interdire les abayas dans les collèges. Sur la popularité du nouveau Premier ministre, Jean-Daniel Lévy, votre analyse, c'est quand même un jeune homme qui est monté très vite, très fort, notamment au ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que ça peut durer ? Ça peut durer... On sait que l'histoire montre qu'une fois nommé Premier ministre, on a tendance à baisser, voire même à chuter assez rapidement. Ce qui est absolument certain, j'ai peut-être un petit point de si ce n'est de désaccord, en tout cas de lecture un peu différente par rapport à ce qu'a dit Gilles Bornstein, c'est que jusqu'à présent, il n'a pas uniquement dit « je montre et je suis efficace », mais il a indiqué des formes de système de valeurs qui lui apparaissaient comme étant propres et pas forcément exactement inscrites dans ce qu'était le macronisme. L'autorité, par exemple ? L'autorité, par exemple, l'idée de pouvoir retourner vers les valeurs fondamentales, ou en tout cas les savoirs principaux, etc., dont on n'a pas vu forcément les effets immédiats, mais qui donnaient une forme de grille de lecture de ce que pouvait être une pratique politique, et on sait que c'est un des reproches qui est effectué à l'égard d'Emmanuel Macron. Donc va-t-il parvenir à pouvoir maintenir un système de valeurs. C'était pas tellement présent hier dans le cas de son discours, et on sait que c'est un des points sur lesquels il pourra éventuellement être attendu. Et puis peut-être un deuxième aspect qui est un point tactique. On se rappelle que Jean-Marc Ayrault avait indiqué à un moment que pour 9 Français sur 10, les impôts allaient baisser. Le problème, c'est que l'immense majorité des Français n'a pas eu le sentiment que ces impôts avaient baissé. Donc, on s'est même retrouvé en quelques mois avec le fameux ras-le-bol fiscal qui venait de Pierre Moscovici, ministre de l'économie. Oui, l'explication sublime il y a la hausse qui baisse, en fait. Absolument. Et donc, en fait, vous avez une sorte, si je peux utiliser cette expression, de double effet qui se coule négatif. C'est
le sentiment que on n'en voit pas à titre personnel les effets de cette baisse-là. Et puis même le deuxième aspect, c'est la perception qu'on fait partie, malheureusement, des 1/10 de la population qui voit ses impôts augmenter alors que les autres ne le voient pas forcément baisser. Donc s'adresser à la classe moyenne, c'est confortable parce que beaucoup de personnes, et beaucoup plus de personnes qui ne sont pas dans la classe moyenne se pensent de la classe moyenne. Il y a 70% des Français qui estiment aujourd'hui être dans la classe moyenne alors que ça n'est pas la réalité. Donc il y a un ressenti et donc une attente qui va être ce qui va se passer précisément pour moi. Voilà, et dans ce contexte-là, tu es d'accord avec moi, ça va être compliqué à satisfaire. Ça va être difficile à pouvoir satisfaire. Sur la smicardisation, moi je veux bien, mais je pense quand même que c'est un argument qui est repris par beaucoup de politiques, mais c'est la réalité. La smicardisation, c'est comme si Gabriel Attal sortait ex nihilo, donc de nulle part, et n'appartenait pas à une majorité avec un président qui a le record français de la smicardisation. 17% des salariés en France sont au SMIC. Donc moi je veux bien tous ces effets d'annonce. La spicardisation, la bureaucratie. Ok, si vraiment vous voulez que les salaires augmentent, vous faites une conférence, vous êtes proactif, vous dites voilà, je convoque tout le monde, je mets tout le monde autour de la table et j'encourage à. Moi, je trouve que nous avons une tendance à suranalyser de la communication pure. Emmanuel Attal, vraiment, c'est une maladie, mais c'est la réalité. Il est exactement comme Emmanuel Macron, et je le redis, avec le talent en moins. Parce qu'il y a quelque chose qui est corseté chez Macron. Je n'en ai jamais fait un intellectuel, contrairement à ce qu'on en a dit. Je n'en ai jamais fait un penseur de la politique. Mais il y a quelque chose chez Emmanuel Macron, une forme de densité qui a fait 2 fois ce succès qu'il n'y a pas chez Emmanuel Attal. Moi, je veux bien qu'on recommence à nous vendre un personnage qu'il n'est pas. Moi, Emmanuel Attal, je le connais depuis qu'il est conseiller chez Marisol Touraine. Je suis désolé de vous dire que, avant tout, brillant ou pas, c'est avant tout un communicant. Et donc, c'est ce qui me fait extrêmement peur dans le positionnement dans lequel l'a mis, Emmanuel Macron, Premier ministre. Il va prendre toutes les balles. Vous savez très bien, Jean-Daniel, qu'à un moment donné, quand votre rétroviseur est cassé dans la rue, c'est à cause du Premier ministre. Il y a un moment donné où les choses se dégradent tellement que tout est la faute d'eux. Et ça, à mon avis, je trouve qu'il y a une surinterprétation de la geste attalienne qui me fait peur, parce qu'on a déjà eu ce numéro, si vous voulez, en 2017 et en 2022. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que la communication politique, elle est toxique. On est arrivé à... Pourquoi je vous disais tout à l'heure, j'aurais apprécié que ça soit Bruno Le Maire, par exemple. Parce que, quel que soit, peut-être que ça aurait rapporté un copec à Emmanuel Macron. D'ailleurs, ça lui rapporte rien. Il est largement distancé par son Premier ministre dans les sondages, ce qui va évidemment poser un problème très rapidement, si ce n'est déjà le cas. Peut-être que ça n'aurait rien rapporté. Mais il y avait quelque chose de la puissance, en tout cas de l'État, de la connaissance de l'État. Moi, je suis désolé, j'ai l'impression de voir un roseau dans le vent avec Gabriel Attal qui va exactement là où l'air du temps lui dit d'aller. Si l'air du temps se retourne et si d'un seul coup nous étions dans un air du temps qui portait vraiment ses fruits sur l'écologie de manière électorale, pas simplement dans les sondages d'opinion, eh bien, on repartirait dans l'autre sens. Je suis fatigué de cette façon de faire de la politique en réalité. Alors, et je pense que tout ça est du vent, roseau dans le vent, très beau roman qui a valu le prix Nobel à l'écrivain italienne Sartre, d'ailleurs, je me souviens plus. En tout cas, c'est roseau dans le vent, et ça m'épuise. Ça, c'est une critique assez répandue. On dit que ce n'est qu'un communicant, certes habile, mais totalement dépourvu de fond politique. Est-ce qu'on y voit plus clair aujourd'hui ? Est-ce qu'on en sait plus au lendemain de ce discours de politique générale sur ce que sera la véritable ligne politique de Gabriel Attal ? Et est-ce qu'il y a une ligne Gabriel Attal, Gilles Bornstein ? Non, il n'y a pas de ligne Gabriel Attal. Pour autant, je trouve le portrait de Attal qui est fait par Françoise assez réducteur et assez faux, en fait. S'il s'agit de dire qu'il n'a pas une pensée politique structurée telle qu'on peut accoler le mot « isme » à Attal, qu'il n'y a pas d'attalisme comme il y a un mondésisme, un rocardisme, un mitterrandisme, un sarkozysme, tout ce que vous voulez. Pour le coup, je suis parfaitement d'accord avec toi, Françoise. Il n'y a pas de colonne vertébrale idéologique, il n'y a pas de système de pensée autonome qui définisse une pensée. Ça, je suis d'accord avec toi. Pour autant, dire que c'est qu'un communicant, je suis pas tout à fait d'accord. C'est quelqu'un, je le connais bien. C'est quelqu'un qui a une capacité, je trouve, à lire la société, à décrypter la société, à comprendre un certain nombre de rapports de force. Non, je ne pense pas que ça soit un communicant. Oui, bien sûr. Pardon. C'est ça la communication politique en fait. Non, la communication politique, c'est la façon de le restituer. Ce n'est pas que quelqu'un qui est capable de faire des punchlines. C'est quelqu'un qui a une analyse de la société. Voilà. Alors, c'est pas pour autant, ce n'est pas un grand penseur. Ce n'est pas que à mon sens, ce n'est pas qu'un communicant. Ce n'est pas que quelqu'un qui est capable de faire des punchlines. D'ailleurs, je le trouve meilleur dans son analyse en privé que dans la façon dont il les restitue, parce que c'est pas un monsieur punchline. Il y en a des meilleurs.
Pour autant, pour répondre à ta question, David, non, hier, là, je suis tout à fait d'accord avec Françoise et Jean-Daniel, il a décliné le discours qu'on avait entendu 15 jours avant de la conférence de presse du président de la République, mais il est nommé pour ça, il a joué ça en politique depuis, il a joué celui qui ne prenait jamais de distance avec le président de la République. Ça, je suis d'accord, absolument. Et qui arrivait quand même à exister. C'est très vrai. Il a réussi quelque chose, il est arrivé à exister politiquement sans se différencier, comme ont essayé de le faire Bruno Le Maire, Gérald Darmanin parfois, ou Édouard Philippe. Donc il sait quelles sont ses forces, il a été nommé pour ça, et comme il n'est pas complètement stupide, il continue. Donc n'essayons pas, pendant les 3 ans qui lui restent, alors on verra si les 3 ans, vous êtes sympathique, optimiste. On verra si on verra l'accélération Oui. du calendrier politique, on sait très bien à quoi on pense les uns et les autres, mais il n'est pas là pour créer l'atalisme, il est là pour décliner le macronisme. C'est plutôt la définition du Premier ministre en tant que collaborateur tel que le voulait Nicolas Sarkozy. Merci à tous les 3 pour ces explications fort instructives. On se retrouve très vite pour évoquer la partie plus politique du discours de Gabriel Attal. À tout de suite. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Jean-Daniel Lévy, Françoise Degois, Gilles Bornstein. On revient sur l'ambiance de l'hémicycle hier lors de la déclaration politique générale du Premier ministre. Il a été assez chahuté quand même pendant son discours, le Premier ministre. Une sorte de bronca permanente. Vous êtes d'accord, Gilles Bornstein ? Oui, alors je ne suis pas une mémoire vivante des discours de politique générale. On a vu une discussion pendant la coupure avec Françoise sur le fait de savoir si c'était déjà arrivé. Il y a un doute sur celle de Borne qui peut-être avait été chahutée. Tu as peut-être raison, Françoise. En tout cas, ça fait parmi des plus chahutés. Je ne veux pas être dans le c'était mieux avant, mais enfin, je suis quand même étonné qu'un discours de politique générale soit prononcé dans une ambiance aussi chahutée. Parce que je suis d'accord. Moi, je crois, j'ai le souvenir d'Elisabeth Borne quand elle arrive avec cette majorité relative, etc. Je me souviens que déjà les gens de LFI tapent les 1 et que le Rassemblement national qui est arrivé en masse exprime son opposition. Après, comment dirais-je, c'est aussi la dégradation générale. Il y a un manque de solennité parce que eux-mêmes, les politiques, désolanisent la vie politique elle-même, si vous voulez. Moi, je dirais, on n'a que ce qu'on mérite, on a les dirigeants qu'on mérite et on a les réactions des parlementaires qu'on mérite. Moi, j'ai trouvé, alors je lui donne quand même le point parce que j'ai trouvé que dans cette espèce de petit tangage, franchement, c'était pas du force 5 ou 6. Oui, ça bon. Et finalement, il arrivait quand même à tenir la scène, comme un acteur. Donc, Alors, il n'a pas craqué, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, la majorité relative demeure. D'ailleurs, la gauche réclamait un vote de confiance, le Premier ministre s'y est refusé, une motion de censure a été déposée, comme dans la chanson de Cabrel, c'est toujours le même film qui passe. Et d'ailleurs, il a évoqué merci Gilles, il a évoqué cette situation difficile de majorité relative, et il a tendu la main aux oppositions qui, visiblement, ne sont pas vraiment disposées à la saisir. On l'écoute. Mesdames et messieurs les députés, le défi est immense, et j'ai bien conscience que nous ne pourrons pas le relever seuls avec mes ministres que je remercie pour leur engagement sans faille. J'ai bien conscience aussi du message très clair exprimé par les Français en 2022. Nous avons une majorité que je salue, à qui je veux dire ma confiance et ma fidélité. Mais cette majorité est relative. Et les Français attendent que nous cessions les querelles de principe pour échanger et pour agir ensemble. Depuis 2022, depuis 18 mois, sur bien des textes, nous y sommes parvenus. Et aujourd'hui, je le dis à la majorité comme aux oppositions, nous avons la France en partage. Nous avons, je le crois, un devoir commun de transcender les clivages, les désaccords et les divisions pour œuvrer au service des Français. Évidemment, nous ne serons pas d'accord sur tout. Évidemment, nous nous opposerons dans cet hémicycle et ailleurs. Mais je vous le dis, je ne renoncerai jamais à dialoguer. Ma porte sera toujours ouverte. Parce qu'à travers vous, mesdames et messieurs les députés des oppositions, ce sont les voix de millions de Français qui s'expriment, même si je ne suis pas convaincu que ces millions de Français attendent qu'on cherche à couvrir son interlocuteur par des cris pendant qu'il intervient dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
Bon, quand même une petite bronca qui relativise ce que vous disiez. Ma porte sera toujours ouverte, Jean-Daniel Lévy. Est-ce qu'il peut être entendu par les oppositions ou est-ce qu'on va repartir comme avant ? Déjà, il ne sera pas entendu par les Français. Parce qu'en fait, il y a quand même des phrases qu'on entend en permanence. Et celle-ci, je pense, fait partie du registre du passage obligé, du fait de pouvoir être au service de tous les Français, de ne pas être la personnalité d'un camp, etc. Enfin, il y a quand même des passages, je ne dis pas qui sont obligés, mais en tout cas qui font que l'effet politique risque d'être quasiment nul. Il faut toujours penser qu'est-ce qui pourrait être dit de l'autre côté. Est-ce qu'il aurait pu dire ma porte sera toujours fermée? C'est inenvisageable d'entendre un Premier ministre tenir ce type de discours. Donc, le contraire est absolument inenvisageable. Donc ça, c'est peut-être le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que aujourd'hui, un député LR moyen, toute chose égale par ailleurs, pourrait se dire nous avons gagné idéologiquement. Mais c'est toute chose égale par ailleurs. Sauf qu'il n'y a pas toute chose égale par ailleurs. Il y a eu la manière dont se sont déroulés les premiers mois du nouveau mandat d'Emmanuel Macron. Et il y a surtout en fait le fait que le président de la République, non seulement ait transmis au Conseil constitutionnel la loi immigration, et en indiquant clairement qu'il souhaitait qu'il y ait, pour faire vite, toute la partie qui venait de la droite qui soit déclarée comme étant inconstitutionnelle, ce qui fut le cas. Donc il y a une rupture de confiance qui est une rupture de confiance. On peut rajouter la nomination de Rachida Dati. On peut ajouter effectivement la nomination de Rachida Dati, qui n'a pas aidé à recréer les liens et à fluidifier les relations avec la majorité, en tout cas des députés LR. Donc il y a probablement politiquement des points sur lesquels ces députés peuvent être plutôt en accord, et on entend même qu'il y avait de leur part, et je crois, si je me trompe, que c'est la première fois qu'ils ont évoqué l'idée qu'ils puissent être amenés à déposer une motion de censure. En tout cas, ça a fait débat au sein du groupe présent à l'Assemblée nationale. Gilles, est-ce que vous êtes d'accord ? Donc en réalité, Gabriel Attal, pas plus qu'Elisabeth Borne, ne va réussir à attirer à lui les députés LR. Pas plus, exactement pareil, ni plus ni moins. Il y a deux différences quand même, c'est que l'essentiel du calendrier législatif est derrière nous. Le président de la République l'a dit sur France 5, ça a étonné des gens en disant si on peut se passer d'une loi, on se passera d'une loi. Et Gabriel Attal l'a répété la semaine dernière, le temps où on va faire plein de lois est terminé. Donc on a vu, d'ailleurs, j'essayais de regarder dans les annonces qu'il a faites, c'est vrai que beaucoup n'ont pas besoin de loi pour passer. Et il y en a où il aurait pu passer par là où il ne le fait pas. Je pense à l'AME, où ils avaient promis, Elisabeth Borne avait promis à Gérard Larcher que l'AME serait remise sur l'atelier, et il a bien dit réglementaire. Donc pas de projet de loi, pas de projet de loi, des circulaires ou des décrets. Il y aura une réforme réglementaire de l'aide médicale d'État. D'ailleurs, on sait à peu près vers quoi. C'est un coup de Trafalgar envers la droite, ça évidemment. C'est un coup de Trafalgar qu'on peut rajouter. À la longue liste. D'ailleurs, Éric Ciotti, hier, était beaucoup plus... C'est de ça dont il était exaspéré. C'est précisément de ce passage-là, la seule chose sonnante et trébuchante qu'il pensait avoir obtenue après la censure dont parlait Jean-Daniel, il espérait encore pouvoir capitaliser sur une réforme à l'Assemblée, où ils existent à l'Assemblée, où ils sont majoritaires au Sénat de l'AME, il ne l'aura même pas. Donc oui, les conditions seront très exactement les mêmes. Il n'y aura pas des députés... Enfin, personne ne va bouger. À mon sens, personne ne va bouger. Mais Gabriel Attal espère avoir de moins en moins besoin de l'Assemblée et arriver à faire passer un certain nombre des choses qu'il a dites là, sans avoir besoin de l'Assemblée. Par exemple, ce que disait François sur le détricotage, là pour le coup vraiment de droite de la loi SRU, réglementaire. Réglementaire, voilà, on décide que maintenant... Pas besoin, bien sûr. Voilà, donc la situation est la même, mais il espère avoir moins besoin d'eux. Vous êtes d'accord, Françoise ? Oui, alors je souscris à tout ce qu'ont dit les copains. Il y a quelque chose, globalement, vous ne pouvez pas rouler tout le monde tout le temps dans la farine. C'est absolument impossible. Une fois 1000 personnes. C'est pas 1000 fois la même personne. C'est-à-dire que là, ça finit par se voir. Oui. Les députés des Républicains, si vous voulez, encaissent humiliation sur humiliation. Je suis d'accord avec Gilles, en plus, sur Rachida Dati, même si elle n'est plus partie des LR, etc., c'est considéré dans l'opinion comme une prise de guerre. Vous ne pouvez pas passer... C'est moi qui vais t'interrompre. Il y avait un truc, c'était qu'ils espéraient récupérer Paris
pour les Républicains. Bien sûr. Et si les Républicains, effectivement, on a gagné Paris, bah voilà, là, elle va peut-être gagner Paris, mais pour la majorité. Mais de toute façon, elle ne gagnera pas Paris, elle n'a pas gagné. En plus, Emmanuel Macron a dû promettre l'investiture à tout le monde tel qu'on le connaît, à Clément Beaune, à Gabriel Attal, si les choses se passent pas bien, etc. Donc, moi, je crois vraiment que c'est un souci. Je pense que j'ai sursauté sur l'AME parce que j'ai dit, ah, voilà, c'est plus qu'un coup de Trafalgar. C'est-à-dire que maintenant, on va tout passer, si vous voulez, par la réglementation. Il y a eu le 49.3, maintenant c'est la réglementation, c'est les circulaires et les décrets, il en a les moyens, il est Premier ministre. Moi, je pense que c'est un vrai problème, de toute façon, démocratique, mais c'est bien fait pour les Républicains. Vraiment. Il y a eu un moment donné, vous savez, on en avait parlé dans cette émission, il y a très peu de moments dans la vie politique, alors pour avoir été des deux côtés de la barrière, où vous avez des fenêtres. Si vous ne prenez pas ces fenêtres, elles se referment. Les députés, LR, avaient une occasion absolument de sortir du cercueil et des clous. C'était au moment de la motion de censure. Ils ont tous eu peur de perdre leur fauteuil de député. Mais à ce moment-là, ils pouvaient renverser la table et exister comme une force politique. Et envoyer 150 mecs du RN à l'Assemblée. Non, mais on n'en sait rien, mais tout ça, on n'en sait rien. Si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus, hein, donc on n'en sait rien. Mais c'est ce que tu es en train de faire, hein. Tu fais de la... Non, je crois pas du tout qu'on envoie... Moi, je ne crois pas qu'on envoie 150 députés au Rassemblement National à l'Assemblée. Vous pouvez dire le contraire, moi je ne crois pas. Je pense que s'il n'y a pas d'accord de NUPES en face, on n'envoie pas 150 députés à l'Assemblée. C'est différent, je me suis déjà expliqué, on va pas recommencer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient un rendez-vous avec leur propre histoire pour exister, pour sortir de cette espèce de chloroforme, de stratégie de l'étouffoir et des redonnages dans lesquels les maintient Emmanuel Macron. Je donne l'impression de te donner, et puis derrière, c'est la stratégie du coup de Trafalgar, de la dague derrière les tentures du château d'Azray-le-Rideau. Voilà. Donc, c'est les Médicis. C'est le fonctionnement d'Emmanuel Macron. Il est comme ça. Et à un moment donné, qu'est-ce que vont faire les Républicains là? Vous l'avez expliqué, aux européennes, ça va être un désastre, d'accord? Ils n'ont pas réussi à se démarquer. À la présidentielle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas réussi. Il y a quelques moments dans la vie politique où on peut se démarquer. Il y avait cette motion de censure qui n'est pas passée à quelques voix près. Il y avait le moyen de recréer du mouvement. Ils ne l'ont pas fait. Ils mourront pas parce qu'ils vont pas mourir. Mais il y a un étouffoir qui fonctionne parfaitement chez eux. Ils peuvent très bien se révolter. Ciotti peut glapir en conférence de presse, etc. Ça ne changera strictement rien. La force va à la force. Comme le disait Trotsky, eh bien, vous mettez le pied dans la porte. Sinon, c'est le cercueil et les clous. Si vous mettez pas le pied dans la porte en politique, eh ben, vous êtes condamné au cercueil et aux clous. Alors, il y a les LR, mais il y a aussi le Rassemblement National. Le Premier ministre, dans ce discours très politique, a aussi lancé une attaque. C'était sa seule cible explicite, oui. Même si c'est un petit peu moqué des écologistes, et notamment de Sandrine Rousseau avec le droit à la paresse. Mais il a ciblé l'extrême droite, et notamment sur son rapport à la Russie et sur ses projets européens. On l'écoute tout de suite. Depuis 2017 et le discours de la Sorbonne du président de la République, l'Europe a changé. Elle a surmonté les crises, pris ses responsabilités. C'est grâce à l'Europe que nous avons pu avoir des vaccins face à l'épidémie. Grâce à l'Europe que nous avons bénéficié du plan de relance massif. C'est grâce à l'Europe que nous soutenons l'Ukraine depuis le premier jour face à l'agression russe. Grâce à l'Europe que nous avons imposé des normes aux géants du numérique. Grâce à l'Europe que nous avons instauré un impôt minimal sur les grandes sociétés multinationales pour lutter contre l'optimisation fiscale. Grâce à l'Europe que nous contrôlerons mieux nos frontières grâce au pacte asile-immigration. Un pacte que je résume en une phrase. Nous contrôlerons enfin qui peut entrer dans l'espace Schengen et qui ne le peut pas. Grâce à l'Europe aussi que nous investissons massivement dans certains secteurs stratégiques et pour notre industrie. Je le dis, ceux qui prônent la fin de l'application des traités sont les partisans d'un Frexit déguisé qui affaiblirait la France. Alors, les partisans d'un Frexit déguisé, ils visent clairement Marine Le Pen et Jordan Bardella, tête de liste aux européennes. Il est déjà en campagne, Gabriel Attal, pour faire face à ce jeune homme qui monte à l'extrême droite. Il est évidemment en campagne, il est évidemment en campagne contre le Rassemblement National, et il est évidemment en campagne contre Jordan Bardella, mais parce qu'il est du Rassemblement National. Enfin, on peut quand même rappeler que en 2014, au cours des élections européennes, le Rassemblement National, qui s'appelait à l'époque le Front National, était arrivé en tête des élections. On peut rappeler qu'en 2019, au cours de la dernière élection européenne, le Rassemblement National est arrivé en tête. On peut rappeler que coup sur coup, on s'est retrouvé avec des duels de deuxième tour 2017 et 2022 entre la majorité présidentielle et le Rassemblement National, et avec un objectif, si ce n'est de faire baisser le Rassemblement National, en tout cas de créer les conditions d'une mobilisation de l'électorat
en faveur de la liste qui sera conduite par une personne, on ne sait pas encore qui d'ailleurs, qui sera en fait en tout cas proposée par... Qui compte d'ailleurs une dizaine de points de retard, grosso modo, dans les sondages. Mais qui aujourd'hui compte une dizaine de points de retard de moins que le Rassemblement national, quand bien même il y a une liste soutenue par Éric Zemmour, qui plus est, parce que ça change en plus la donne, donc ça veut dire qu'on a une extrême droite qui pèse en gros entre 35 et 40% à l'heure actuelle dans le cadre des prochaines élections européennes. Nicolas Dupont-Aignan, ça fait presque 40. Par ailleurs, et surtout une démobilisation de l'électorat macroniste, qui en fait va être assez déstabilisé, qui était interrogatif à l'égard d'Emmanuel Macron. C'est un indicateur parmi d'autres, et je pense que Gilles Blanchelain pourra le confirmer, mais une attractivité d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui est quand même moins forte que par le passé, ne serait-ce que la dernière conférence de presse, qui n'a pas suscité, ne serait-ce qu'en termes d'audience, un intérêt net. Donc il y a aujourd'hui en fait un déficit de mobilisation. Donc probablement 8 millions de téléspectateurs de mémoire. Il ne s'agit pas en fait probablement de la part de l'électorat, enfin d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal de se dire il faut faire revenir des personnes qui ont l'intention de voter pour la liste conduite par Jordan Bardella vers la liste Renaissance, mais de mobiliser notre électorat et faire en sorte que ceci soit présent. Ça avait pas si mal marché que ça au cours des dernières élections européennes. Et non, il y avait. Mais pourquoi en fait, non, mais les copains, je vous interromps. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le grand débat. Il s'est offert une campagne. Il y avait le grand débat post-Gilets jaunes. Il s'est offert une campagne sur un plateau d'argent, une saturation de l'espace médiatique. Ah non, non. Je dis pas le contraire, mais je dis qu'il y avait C'est pour ça que ça a fonctionné. Mais là, il n'a pas son grand débat. Mais que c'était pas qu'une mobilisation en contre, mais que c'était une mobilisation en pour. C'est-à-dire en fait oui, aussi sûr, pour il a mobilisé son camp. Réussir à mobiliser son camp. Là aujourd'hui, il y a une difficulté de mobilisation différentielle de l'électorat qui a voté pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière élection présidentielle. Vous ne croyez pas à l'efficacité de cette stratégie, Françoise ? Non, bien sûr, d'abord parce que la démonstration, c'est, par exemple, dans le discours de politique générale, qu'est-ce qui peut faire baisser l'envie de Le Pen et qu'est-ce qui peut redonner envie aux macronistes ? Oui, la jeunesse de Gabriel Attal, mais ça ne suffira pas. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense vraiment que c'est une très mauvaise stratégie d'accuser Marine Le Pen de Russie c'est aussi stupide en fait. C'est pour ça que ça m'a un peu déçu peut-être là-dessus parce qu'il est plus fin que ça d'habitude politiquement. Et Gabriel Attal attaquer le Rassemblement national en plein hémicycle, c'est aussi bête que le porte-parole de Renaissance, Loïc Signor, qui s'est amusé à faire des deepfakes avec Marine Le Pen qui souhaite les vœux en russe. C'est complètement... Mais qu'est-ce que vous allez faire croire dans les... On sent qu'il y a un angle d'attaque pour les européennes et un seul et unique, c'est celui-là. C'est les liens entre Le Pen et la Russie. Vous pouvez toujours attaquer ce que vous voulez. Vous pensez que vous allez faire baisser d'un iota l'engouement, entre guillemets, pour le Rassemblement national. Ensuite, je dois dire qu'il n'y a aucun outil, pour le moment, en tout cas, pour réduire cet écart. Est-ce que vous pensez que le quinquennat d'Emmanuel Macron va pouvoir continuer de se dérouler tranquillement si on est à 12 points d'écart entre la majorité et le Rassemblement national ? C'est plus compliqué. Ce qui est assez frappant, c'est que dans le cadre des élections législatives, ils avaient pris une autre cible, à savoir Jean-Luc Mélenchon, et qui était de manière centrale, quasiment, je ne vais pas dire la seule explication de la raison pour laquelle il fallait voter pour un candidat soutenu par Emmanuel Macron, mais quasiment. Et donc là, on a un décalque avec l'autre côté du champ politique. Ça marche pas. Gilles Bornstein, vous êtes d'accord avec Françoise ? C'est peine perdue, cette stratégie visant à taper, à désigner l'ennemi, en l'occurrence le Rassemblement national ? En tout cas, je suis d'accord avec Jean-Daniel sur le fait qu'on voit qu'ils ont changé d'ennemi, parce que depuis le début de quinquennat, et en particulier avec la bordélisation de l'Assemblée à la retraite, pendant la réforme des retraites, on avait l'impression que la seule chose qui comptait, c'était de taper sur LFI, pour des raisons que je peux évidemment fort bien comprendre. Parce que Jean-Luc Mélenchon était l'élément moteur de cette campagne. Il avait fait une très bonne campagne, il avait une stratégie, quoi qu'on pense du fond, bien évidemment. Non, mais bon, maintenant c'est fini. Mélenchon, il s'est tué tout seul avec le Proche-Orient et le 7 octobre. Donc, vous ne pouvez plus taper sur cet adversaire, il pèse rien. Pardon. Gilles ? Et donc, à force de taper sur un adversaire, on finit, même si c'est pas son intention, à force de diaboliser un adversaire, en creux, on dédiabolise l'autre. Là, on sent qu'ils ont totalement changé de perspective et qu'il s'agit de diaboliser le Rassemblement national. Est-ce que ça va marcher ou pas ? Franchement, j'en sais rien, parce que comme l'a dit Françoise, les méthodes pour faire baisser le Rassemblement national, les méthodes efficaces, si on les connaissait, eh bien ça se saurait, parce que depuis maintenant... Parce que ça fait 40 ans, on pouvait dire. 40 ans, Sarkozy, sauf Sarkozy, à l'exception c'est la seule... Mais c'était un one-shot, 2007. C'était un one-shot en 2012. Ouais. En 2012, il n'a pas... Si, Hollande, il le fait baisser aussi, mais parce qu'il y a un anti-sarkozysme. Non, je sais pas. Bon, en tout cas, elle a été... non, il n'était pas au deuxième tour. C'est Nicolas Sarkozy. Non. C'est Nicolas Sarkozy qui était au deuxième tour. Après,
On dit on ne peut pas taper sur le Front National d'un point de vue moral, ça ne sert à rien, etc. On se souvient de la nicroche entre Macron et Borne sur... Le sujet des origines pétainistes du Front National. Absolument. Là, on verra si ça marche ou pas, mais il y a un certain nombre d'arguments, en particulier, alors je suis d'accord que l'opinion publique est loin de ça, sur ce que vote le Rassemblement National aux élections européennes, on sent de la part de la majorité, là, pour le coup, une volonté de mettre le Rassemblement National vraiment face aux faits concrets. Et quand on regarde tous les projets, alors on parlait de l'opinion, mais tous les projets que l'opinion plébiscite, le Rassemblement National, à part les traités de libre-échange, où là, effectivement, eux ont voté contre et Renew, donc la majorité, a voté pour, ce qui fragilise Macron. Pour le reste, le Rassemblement National s'est opposé à tout. Et je pense que la future ou le futur tête de liste va marteler ça, et Gabriel Attal va marteler ça d'ici le 9 juin. Merci à tous les trois les amis pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants, on se retrouve très vite pour évoquer la colère des agriculteurs. Le gouvernement va-t-il réussir à l'apaiser? À tout de suite. Ça reste entre nous. Reste entre nous. Ça reste entre nous, Radio J, Jean-Daniel Lévy, Françoise Desbois, Gilles Bornstein. La situation va-t-elle devenir hors de contrôle? En tout cas, la grande colère des agriculteurs ne se calme pas, elle monte même dangereusement. Hier, on le disait, Gabriel Attal a prononcé sa déclaration de politique générale dans un Paris, entre guillemets, assiégé, protégé par les forces de l'ordre, déployés pour empêcher les tracteurs de bloquer et d'affamer l'Île-de-France, comme le menacent certains exploitants. Des tracteurs qui se rapprochent de la capitale, de Lyon, du marché de Rungis. 8 autoroutes concernées quand même par des barrages ou des fermetures partielles en Île-de-France, ainsi que pas mal de villes françaises. Gérald Darmanin a annoncé ce matin l'envoi de renforts en véhicules blindés. Ça chauffe, Françoise Desbois. Ça chauffe, oui. Alors après, moi, je mesure aussi une petite part de manipulation qu'il peut y avoir dans ce mouvement, comme on l'a vu en Allemagne, on sent très bien à quel point l'extrême droite travaille au corps les campagnes, alors que historiquement, les paysans français, ils ont plutôt toujours été de droite, conservatrices, etc., mais ils étaient historiquement un barrage au Rassemblement National, à l'extrême droite. Ce n'est plus le cas depuis 2022, je crois que c'est 30% à peu près. Alors, ça pèse pas lourd en termes de puissance électorale, parce que c'est 1,5% du corps électoral à peu près, mais en termes d'influence, c'est absolument énorme. Donc, on entend la désespérance des agriculteurs. Oui, bien sûr, ça chauffe. Moi, j'ai bien compris qu'il y a un numéro qui s'est partagé de claquettes entre Gabriel Attal, qui donne par petits bouts, Marc Fesneau ce matin sur Sud Radio, qui donnait des annonces pour les viticulteurs, et puis, évidemment, Zorro qui va arriver demain. En l'occurrence, Emmanuel Macron au Conseil européen. Au Conseil européen, qui va dire le Mercosur, c'est fini. Là, je rigole pour avoir négocié aussi des traités internationaux. Si Mercosur, pour expliquer aux auditeurs, traité de libre-échange avec une partie des pays d'Amérique du Sud. Avec le bloc Amérique latine qui représente la 3e zone commerciale du monde. Alors, il y a des choses positives dans le Mercosur, mais c'est vraiment le coup de poignard pour les éleveurs, essentiellement. Pas simplement, pas pour l'ensemble de l'agriculture, mais pour les éleveurs. Donc, un traité international, vous le suspendez pas. Soit vous arrêtez les négociations, soit vous en sortez, soit vous continuez. Là, en suspens, on a bien compris, il doit être signé réglementairement en juin, au moment des européennes. Donc Zorro va arriver, ça va être tout haro sur l'agroécologie, les rares trucs, l'ensemble des groupes ont réussi à arracher, comme les jachères, pour essayer de faire la bifurcation écologique, parce qu'il est temps. Il va se payer sur la bête écologique, c'est évident, c'est déjà écrit en réalité, il l'annonce déjà, les jachères, c'est un drame si on arrête les jachères, ou en tout cas si on les... Voilà, donc on a bien compris que ça va être ça, mais si Zorro arrive et qu'il ne se passe rien, là ça devient un vrai problème politique. Que dit l'opinion française, Jean-Daniel Lévy, de ce mouvement? Est-ce qu'elle y est vraiment favorable? Et dans un deuxième temps, est-ce que, comme le disait Françoise Desbois, les agriculteurs sont tentés par le vote RN? Il y a deux aspects, je pense, importants. Le premier aspect, c'est de dire que les agriculteurs, avant même le mouvement, ont une image extraordinairement positive dans l'opinion. Vous avez toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, des salons divers et variés qui se déroulent en France. Le seul salon dans lequel tout le monde, en tout cas les responsables politiques, même hors période électorale, se précipitent, c'est le salon de l'agriculture. Parce qu'il y a un imaginaire. Quelques semaines. 22 février, oui. Il y a un imaginaire qui est lié derrière les agriculteurs qui sont en mission, qui sont présents, qui ne prennent pas de vacances, qui ne se payent pas, et qui ne font pas les 35 heures, et qui ont une mission absolument centrale de nourrir la société française. Donc, tendanciellement, quel que soit
d'ailleurs les mouvements d'agriculteurs, quelles que soient les modalités d'action, il y a une forme de permissibilité de la part de l'opinion qui est extraordinairement élevée. Enfin, on peut rappeler qu'il y a quand même eu l'incendie du Parlement de Bretagne. 94, on leur a pardonné. Les marins pêcheurs avec une fumée éclairante. On peut rappeler qu'également ils sont entrés de manière fort peu délicate dans le bureau de Dominique Voynet et qu'au final... ça n'a pas créé de tension manifeste chez nos compatriotes. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une approbation extrêmement forte de la part de nos compatriotes, qui est même plus élevée que toujours. Bien plus élevée qu'au moment même du début du mouvement des Gilets jaunes, que sur les modalités d'action et le simple fait même qu'ils soient amenés à bloquer des routes ou des autoroutes est apprécié de la part de près de 8 Français sur 10 lorsque nous sommes amenés à les interroger. Une grande mensuétude. Donc il y a une mensuétude qui est une mensuétude absolue. Et quand on demande est-ce que le gouvernement doit intervenir et faire en sorte en fait que les blocages soient levés, la réponse est non, de manière manifeste. Donc il y a aujourd'hui, mais c'est pas lié uniquement à ce mouvement ou en tout cas aux raisons du mouvement à l'heure actuelle, ça correspond en fait à des données tendancielles qui sont bien plus importantes. L'excellente image des paysans français. Oui, parce que ça renvoie à l'image de la France, à ce qu'on la peut terre pas nourricière, perdre, absolument. Pas comme nos aïeux, mais nos aïeux. Oh là là, si t'es putain, non, juste pour terminer, le vote RN, est-ce qu'ils sont vraiment le vote titillés? RN, ils votent à droite et ils votent RN. Je pense que c'est pas l'enjeu, parce que Françoise l'a rappelé, le poids électoral qu'il pèse au final est assez faible. C'est malgré tout, c'est ça, c'est sensiblement 2%. En fait, c'est parce qu'ils ont une participation qui est un peu plus importante, donc ils pèsent un peu plus que l'ensemble de la population française par rapport à leur poids de départ. Mais quoi qu'il en soit, l'enjeu n'est pas celui-là. C'est clairement un enjeu d'opinion. Ne pas donner le sentiment, qui plus est, qu'Emmanuel Macron est souvent vu comme étant le président des riches, le président des villes, ne soit pas également en contact avec cette France profonde auquel les Français sont attachés. Alors, vous parliez des Gilets jaunes. Gilles, est-ce qu'il n'y a pas un petit mouvement de panique dans les rangs de l'exécutif ? Est-ce que le gouvernement, à travers ce mouvement, redoute un nouvel embrasement des territoires, comme on dit en Macronie, de la ruralité et un retour d'un mouvement incontrôlable type Gilets jaunes, parce qu'on sait que les syndicats et leurs représentants ne maîtrisent absolument pas, dans ce mouvement comme dans beaucoup d'autres, la base. J'aurais une réponse contrastée, parce qu'il y a forcément cette inquiétude. Emmanuel Macron est quand même un grand brûlé des Gilets jaunes. Je pense que l'épisode du Puy, où il a essayé de sortir de sa voiture et qui s'est pris des œufs sur lui, a été quand même... Avec des propos extrêmement violents, du type « on va le crever », etc. Son effigie qui était pendue dans les manifs. Enfin voilà, ça a été un moment extrêmement violent. Le miracle est qu'il a été réélu président de la République 2 ans après. Mais oui, il y a une sorte de crainte de ça, parce qu'on voit que sur le prix du pétrole, enfin sur le prix du gasoil plutôt, on voit que les bases sont les mêmes. Maintenant, quand vous parlez aux représentants syndicaux, aux représentants de la gauche, et quand vous leur dites est-ce que vous espérez une conjonction des luttes, une jonction des luttes sur le terrain, même eux n'y croient pas un seul instant. Puisque, comme le disait Jean Daniel, c'est quand même une catégorie sociologique qui est classée à droite, pour ne pas dire plus. Exactement. Et on a vu que Sophie Binet, qui a dit à ses militants d'aller se joindre au cortège, eh bien, les militants en question se sont fait virer, pas manu militari, mais se sont fait virer extrêmement clairement en disant « vous n'êtes pas notre combat, on n'est pas là pour être récupérés », etc. Donc, il y a forcément un peu d'inquiétude. Je pense qu'il y a une inquiétude d'opinion, comme le dit Jean Daniel. Je ne pense pas que le gouvernement ait le sentiment qu'on est face à une France pré-insurrectionnelle où tout le monde sera dans la rue. Donc s'il y a une inquiétude, elle est plus politique. Je trouve que Jean Daniel a très bien dit les choses. Il a une image de président des riches et de président des villes. Il se trouve que les agriculteurs sont à la fois des champs et sont plutôt des gens qui ne sont pas riches. Et que donc, effectivement, leur popularité à eux percute avec l'image qu'a le président de la République. Et ça, électoralement, ça peut être dangereux. Alors, justement, le gouvernement, il est un peu dans la panade quand même, parce que dans un premier temps, le Premier ministre avait tenté de calmer la colère avec un premier volet d'annonces, peine perdue. Hier, il a encore eu des mots dans son discours. Est-ce que c'est de nature à apaiser les agriculteurs ? On ne sait pas. En tout cas, il a expliqué qu'il devait y avoir une exception agricole française. On l'écoute. Et évidemment, nous avons engagé une action résolue pour la souveraineté agricole de notre pays. Mesdames et messieurs les députés, je le dis ici dès le début de cette intervention, notre agriculture est une force. Pas simplement parce qu'elle nous alimente au sens propre du terme, mais parce qu'elle constitue l'un des fondements de notre identité, de nos traditions. Parce que nos agriculteurs incarnent des valeurs fondamentales et qui, lorsqu'elles sont bridées, fragilisent l'ensemble de la société. Je pense à la valeur travail, à l'effort et à la liberté d'entreprendre. Notre agriculture est une force et notre fierté aussi. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide.
Je suis lucide face à l'empilement des normes, face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où. L'agriculture doute, elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous sans aucune ambiguïté. Alors visiblement, il n'a pas été entendu du tout, le Premier ministre, avec son exception agricole française, ni même son ministre de l'Agriculture qui ce matin a annoncé une aide de 80 millions d'euros aux viticulteurs, puisque les blocages continuent et prospèrent. Ça va coûter cher cette affaire, Françoise, à la fin. Oui, ça va coûter cher, mais je suis absolument d'accord avec Jean-David et je suis absolument... Jean-Daniel. Pardon, excuse-moi Jean-Daniel, mais c'est joli Jean-David aussi. Jean-Daniel et avec Gilles, je suis absolument et totalement d'accord. Je ne sens pas du tout, moi, la coalition. Et en plus de ça, je ne sens même pas une forme de panique. Je pense qu'ils abordent ça de façon assez sérieuse. Voilà, parce que c'est très spécifique. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que les militants de la CGT, bon, j'aime beaucoup les militants de la CGT, mais en réalité, les gens qui arrivaient avec des drapeaux palestiniens, franchement, sur les ronds-points, j'ai pas vraiment le sentiment. Un peu hors sujet quand même, légèrement hors sujet, provoque et en plus vraiment totalement inopérant. Après, comme tous les gouvernements, ils parient sur un effilochage du conflit. À un moment donné, les agriculteurs peuvent pas rester H24 pendant des heures et des jours et des semaines sur les barrages à bloquer les routes. Mon sentiment pour le moment, c'est que ça ne touche pas encore dans l'opinion. En tout cas, ça touche toujours Emmanuel Macron parce qu'il y a l'attitude du second quinquennat, mais ça touche pas Gabriel Attal. En réalité, il faut faire attention sur la percussion d'image, mais aussi sur la percussion de l'électorat traditionnel d'Emmanuel Macron. Moi, je vois les retraités disent ils adorent leurs agriculteurs. Parce qu'en plus, ils vivent dans les territoires, cette espèce de mot affreux que je n'arrive même pas à en dire. Enfin, bon, ce concept de novlangue macronienne. Ils vivent à la campagne. Ils vivent à la campagne, etc. Surexploité depuis et attention, les retraités, ils ont tendance, avec le petit Macron, ils ont tendance à bien aimer, c'est-à-dire qu'à la fin, on va quand même voter pour lui, mais quand même, le petit, il faut qu'il fasse des efforts. Et là, les agriculteurs, c'est son voisin, c'est le type qui est au marché tous les dimanches ou tous les mardis. Nos grands-parents, on a tous un aïeul qui était agriculteur, quelle que soit la surface de la planète où on est né, vous n'en savez rien. Dans votre histoire, vous savez pas si en Pologne ou en Lituanie, vous n'aviez pas des agriculteurs. On a tous un aïeul qui est agriculteur. Vous n'en savez strictement rien. Donc voilà. Moi, je crois que pour le moment, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Le gouvernement fait le pari, comme tous les conflits sociaux, que ça va s'effilocher. Ils essaient de dealer avec la FNSEA, mais de toute façon, ça marche pas parce que la base est complètement déchaînée. Oui, parce que les dirigeants sont débordés. Voilà. Donc, voilà. Attention à ce que ça touche pas l'électorat, par répercussion, l'électorat traditionnel de Macron, surtout. Vous êtes d'accord, plutôt optimiste comme François, sur le fait que ça va pas s'étendre et pas ce que j'ai dit, je pense que ça va pas s'étendre. Il y a peut-être quelque chose quand même, c'est que je pense que ils ont voulu dealer avec la FNSEA. De toute façon, l'augmentation de la taxe sur le GNR avait été dealée entre Bruno Le Maire et Arnaud Rousseau. Le premier lundi, les jeunes agriculteurs et la FNSEA ont été reçus à Matignon. Je sais que ce sont les agriculteurs qui ont demandé à Gabriel Attal de ne pas donner des mesures tout de suite. Ils ont dit, ils sont sortis, maintenant, il faut les laisser manifester un peu. Prenez 3-4 jours dégorger les escargots pour donner vos mesures, etc. Mais peut-être que le gouvernement, comme la FNSEA... Enfin, le gouvernement a peut-être été surpris de voir à quel point la FNSEA ne tenait pas ce mouvement et à quel point la coordination rurale, qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus revendicative, avait de l'influence et que la FNSEA n'a pas réussi à faire rentrer les troupes à la maison et voyant qu'elle n'y arrivait pas, 2 jours après, elle a essayé de faire un peu de surenchère. Donc il y a peut-être quelque chose sur lequel le gouvernement s'est laissé prendre, c'est qu'il n'a pas bien intégré, il n'a pas bien anticipé la concurrence à l'intérieur entre les organisations agricoles. Avec des élections évidemment professionnelles qui arrivent, et c'est un combat vraiment... Et qui mettent de l'huile sur le feu. Juste rapidement pour conclure, Jean-Daniel Lévy, est-ce que ça peut abîmer l'image d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal? On sait que, vous le disiez, le 21 février, c'est le salon de l'agriculture. Le président, il risque d'être reçu, non pas avec des fourches, mais en tout cas avec des huées. Vous avez la réponse à la question. Je pense évidemment que ça peut l'abîmer, le président Emmanuel Macron. On sait que ça vient renforcer en plus des traits d'image qui sont des traits d'image qui ne sont pas forcément positifs au départ. C'est pas son genre de beauté, entre guillemets, de s'intéresser à l'agriculture. Et donc, forcément, en termes d'image, il y a une réceptibilité encore plus importante d'une forme de distance entre le président et cette part de France-là.
Très rapidement, Un Gilles tout Bancel, petit le mot de la mot, fin. est-ce que le gouvernement a peur de la jonction des Lucs? Je ne crois pas. Mais alors, en revanche, le salon de l'agriculture, ça nous est dit partout. Ça commence le d'accord. 24. Ne pas aller au salon de l'agriculture pour un président de la République, C'est impossible. c'est impossible. Mais se faire chahuter pendant toute la journée, c'est impossible aussi. Vous Donc, vous souvenez si ils ont peur d'une chose, Ouais. c'est que la crise ne soit pas résolue le 24 février, début du salon de l'agriculture. 22 février, 22. début du salon, et parce qu'ils ont un souvenir ému et terrible, grand Cuisant. brûlé, cuisant, Lionel Jospin, avec sûr. on est obligé de déployer la valise en Kevlar, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Bien sûr, bien sûr. il prend des œufs, etc., alors que Terrible. Chirac est sur le grand escalier, comme ça, Terrible. c'est terrible pour Jospin. Terrible dégâts C'est- d'image. Eh bien, merci C'est vrai. les amis pour vos infos, explications lumineuses, éclairages. Nous savons tout du grand oral de Gabriel Attal à l'Assemblée et de la colère des agriculteurs qui s'étend. On se retrouve la semaine prochaine, 21h, avec comme d'habitude les meilleurs décrypteurs de la politique C'est nationale. jamais nous, enfin D'ici tu là, vois. Oh. bien sûr, je compte sur On vous. dirait et votre- Gabriel Attal, tellement Je vous êtes compte sur démago. vous, vous êtes dur, vous êtes dur. Je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci, Gilles, reste. Entre nous. Et excellente soirée et à très bientôt.